Eh bien, bonjour Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la journée de Caroline Pénicaud. Les membres du jury vont se présenter très rapidement. Et Arnaud Elias, je le cherche en vidéo. Est-ce qu'il est présent D'accord, très bien. Donc, oui, je suis là. Présente. Ah voilà, très bien, par la voix, parfait. Désolé pour l'arrivée du jury en retard, des petits soucis. On vous expliquera plus tard voilà, ce qui s'est passé. Donc, on va commencer un peu tarder et donc chaque membre du jury peut se présenter. Donc, on va commencer par Arnaud Collignan, puis Arnaud Elias, Tatiana, enfin, dans l'ordre d'apparition. Voilà. Alors, moi, c'est pas Arnaud, c'est Antoine, mais c'est pas grave. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, Antoine Collignan, je suis prof à l'Institut Agro de Montpellier. Mon domaine de compétence, c'est le génie des procédés alimentaires. Et donc, parmi mes activités de recherche, je m'intéresse un peu aux aspects conception multicritères. Donc, j'imagine que c'est un peu à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui. Merci. Là, c'est Arnaud, cette fois-ci, c'est bon. Arnaud Elias, je relis. Bonjour. Oui, donc Arnaud Elias, je suis directeur de recherche INRAE, je suis le directeur de l'UMR-ITAP à Montpellier. Et donc, j'ai le plaisir de participer à ce jury. Et mon domaine d'expertise est l'analyse de cycle de vie. Je suis chercheur d'analyse de cycle de vie sur la mise en œuvre de la méthode et sur la méthode elle-même. Super. Donc, du coup, moi, c'est Tatiana Reyes. Je suis enseignant-chercheur HDR à l'Université des technologies de Troyes. Et je travaille sur la conception pour la soutenabilité et les approches d'évaluation un peu systémiques. Bonjour, moi je m'appelle Dominique Moreau, je suis professeur à l'Université de Toulon dans une école d'ingénieurs qui s'appelle CITEC. Et mon domaine de recherche, c'est l'éco-conception de systèmes durables, un petit peu d'ACV, un petit peu d'éco-innovation aussi. Merci. Moi, je suis Caroline Sablérol, je suis enseignant-chercheur HDR à Toulouse, l'INP de Toulouse. J'enseigne à l'ENSIA 7, une école d'ingénieurs en chimie et génie chimique. Et j'effectue ma recherche au laboratoire de chimie agro-industrielle et je suis spécialiste de tout ce qui est mesure de pollution et évaluation environnementale au sens large. Merci. Donc, Chantal Loche, je suis professeure en agronomie à AgroParisTech. Et je m'intéresse dans mes activités de recherche à la conception de systèmes de culture avec une incursion plus récente dans les systèmes agroalimentaires. Très bien. Donc, on va démarrer sans plus tarder. Donc, Caroline, on t'écoute pour 45 minutes de présentation. On va beaucoup se passer le micro qui nous reste en espérant qu'il va bien fonctionner jusqu'au bout. On a changé les piles juste avant que ça commence, donc on fait de notre mieux. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Pénicaud. Bienvenue à ma soutenance d'habilitation à diriger des recherches qui s'intitule « Éco-conception des aliments et bioproduits, de l'intégration des qualités des produits à l'éco-innovation pour des systèmes alimentaires plus durables ». Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais brièvement vous présenter mon parcours. Donc moi, je suis ingénieure chimiste de formation. J'ai fait l'ENSIA 7 à Toulouse et en parallèle de l'ENSIA 7, j'ai fait un master chimie-biologie, suite auquel j'ai choisi de m'orienter vers la chimie de l'aliment. Donc j'ai fait une thèse au sein de l'UMR-IAT à Montpellier en chimie de l'aliment où j'ai travaillé sur l'évolution de marqueurs nutritionnels au cours des procédés avec un focus sur les réactions d'oxydation par des approches expérimentales et de la modélisation mécanistique. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que j'ai abordé le génie de la réaction, ce que j'ai remobilisé ensuite dans 2 courts séjours postdoctoraux, donc un au sein de l'UMR Cali Sud, au CIRAD, toujours à Montpellier, et un autre à l'INRA, au sein de l'UMR Génial, à Massy. Donc, suite à ces séjours postdoctoraux, je suis devenue chargée de recherche INRA, au sein de l'UMR GMPA, j'ai été recrutée sur un projet qui s'intitulait « Démarche intégrée pour le développement de procédés et coefficients en énergie pour la stabilisation de fonctions biologiques du gène au procédé ». Donc, ce projet, il m'a permis d'aborder la microbiologie, monde qui m'était totalement inconnu avant, et j'ai travaillé sur l'évolution des membranes cellulaires au cours des procédés et par des approches expérimentales. En complément, pour aborder plus la partie procédés et coefficients de mon projet, j'ai fait un séjour de 10 mois en Suède, à l'Institut de recherche de Suède, dans le cadre du programme à Green Skills, où je me suis formée à l'analyse du cycle de vie.
ce qui m'a permis d'intégrer cette approche dans l'éco-conception des aliments, des bioproduits et des bioprocédés, donc où j'ai mobilisé des approches d'évaluation environnementale et multicritères et différentes approches de conception. Et en parallèle de ça, à la fois par intérêt personnel et parce que, comme je le développerai un petit peu en lien aussi avec mes travaux, j'ai voulu inscrire ce que je faisais dans une logique de sciences ouvertes. Et donc, j'ai fait des travaux aussi qui visaient à l'intégration des connaissances et des données. Et donc, depuis janvier 2020, donc les UMR Génial et GMPA ont fusionné pour créer l'UMR Safe Food. Et puis, l'INRA a fusionné avec l'IRSTEA pour créer INRAE. Donc, mes thèmes de recherche sont restés les mêmes, mais mon environnement a bien changé. Et d'autant plus qu'en septembre dernier, on a déménagé donc, sur ce campus qui est tout neuf, ce qui a changé pas mal les choses dans l'organisation du quotidien. Voilà, donc on ne va pas retracer tout ça dans le détail, on va plutôt focaliser sur ce que j'ai fait ces 5-7 dernières années autour de l'éco-conception et puis de l'intégration des connaissances et des données. Donc, la synthèse de mes travaux sur l'éco-conception des systèmes de production d'aliments et bioproduits, je suis partie du constat que la production d'aliments et bioproduits, elle intègre différentes dimensions de la qualité des aliments. Donc, la qualité sanitaire, historiquement, la transformation, ça sert à assurer la qualité sanitaire des produits, auxquels on a ajouté différentes dimensions de la qualité au cours du temps, la qualité sensorielle, la qualité nutritionnelle ou la qualité fonctionnelle pour les bioproduits. En parallèle de ça, le grand monde nous conteste qu'il y a une urgence environnementale. Les limites planétaires sont en train d'être atteintes les unes après les autres. Et il a été quantifié qu'à peu près un tiers des impacts environnementaux sont liés aux productions dans les systèmes alimentaires. Donc, ça devient vraiment indispensable d'intégrer la qualité environnementale dans les qualités à considérer pour les aliments. Sauf que dans notre domaine, on ne sait pas très bien faire ça. Historiquement, ce n'est pas comme ça qu'on aborde les choses. Et donc, mon point de départ, ma question de départ, c'était vraiment comment intégrer la dimension environnementale dans la conception et la conduite des systèmes de production d'aliments et bioproduits. Donc pour ça, je me suis appuyée sur une démarche d'éco-conception qui repose sur une alternance entre phase d'analyse environnementale et phase de conception. Donc dans un premier temps, on choisit un objet à concevoir. On fait un bilan environnemental sur cet objet, ce qui permet d'acquérir des connaissances sur le système et de définir derrière une stratégie d'éco-conception, donc son ambition et différents axes de travail, ce qui permet ensuite d'aller explorer des solutions en réponse à ces objectifs-là, solutions qu'on va pouvoir analyser sur le plan environnemental, mais aussi sur d'autres aspects importants par rapport au système qu'on étudie, donc par exemple pour un aliment, la nutrition, le sensoriel, ou pour un bioproduit, ses fonctionnalités, et donc intégrer ça dans des approches d'évaluation multicritères, ce qui va permettre de choisir une ou plusieurs solutions à implémenter à plus grande échelle. Et donc, on va là encore alterner entre implémentation à des différents niveaux d'échelle et évaluation des solutions retenues. Ce qui permet soit de valider une ou plusieurs des solutions qui ont été testées, ou soit d'identifier qu'il y a des améliorations qui restent à apporter, et donc on rentre dans la boucle d'éco-conception. Alors, la méthode d'analyse environnementale que je privilégie, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc, l'analyse du cycle de vie, le principe, c'est de considérer donc, tout le cycle de vie d'un produit ou d'un procédé et de faire un bilan le plus exhaustif possible des matières premières et de l'énergie qui sont nécessaires dans tout ce cycle de vie et aussi des émissions de polluants dans l'air, dans l'eau et dans les sols produits tout au long de ce cycle de vie. Et donc, on quantifie tout ça. Et on traduit ça en impacts environnementaux. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode qui est normée et qui est très largement utilisée pour évaluer les impacts environnementaux de différents produits. Alors, comme je disais, dans la démarche, tout pour moi commence par un diagnostic. Et donc, j'ai fait un certain nombre de diagnostics environnementaux sur différents types d'aliments et bioproduits. Donc, je ne vais pas présenter en détail ces différents diagnostics. J'avais plutôt envie de porter un regard croisé sur ces différents diagnostics pour illustrer comment est-ce que ça permet de répondre à des questions un peu spécifiques de notre domaine.
Donc, la première question, c'est au sein d'une même catégorie d'aliments, la variabilité interproduit justifie-t-elle de raisonner l'éco-conception à l'échelle du produit? Parce que dans la littérature, on a beaucoup de comparaisons entre catégories de produits, mais en fait, on ne sait pas bien si du coup l'éco-conception doit la travailler à cette échelle de différentes catégories de produits ou à l'échelle du produit lui-même. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que les pratiques à domicile des consommateurs influencent les impacts environnementaux des produits de façon significative? Parce que donc on est dans une logique cycle de vie, mais quand même très souvent, on s'arrête à la porte de chez le consommateur parce que ce qui se passe chez les consommateurs, c'est difficile à documenter, c'est difficile à quantifier, c'est difficile à intégrer dans la CV. Et donc, on ne sait pas trop en fait si cette phase, finalement, c'est important de la prendre en compte ou pas tant que ça, quoi. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qui est un petit peu plus explorée dans la littérature, c'est comment coupler l'environnement à la nutrition pour évaluer les aliments. Donc, cette question, elle est plus explorée, mais il me semble que des travaux qu'on a fait permettent d'apporter un éclairage à cette question qui me semble utile. Donc, par rapport à la première question, au sein d'une même catégorie d'aliments, la variabilité interproduit justifie-t-elle de raisonner l'éco-conception à l'échelle du produit? Sur la base de nos travaux, la réponse est oui. Donc, les travaux dont je parle, c'est ceux qui ont été conduits par Adeline Cortési dans le cadre de sa thèse que j'ai co-encadrée. Et donc, Adeline, elle a travaillé à la fois sur 80 pizzas industrielles et d'autre part sur 44 fromages AOP. Et donc, elle a fait les ACV de tous ces produits. Et là, dans l'exemple des pizzas, l'impact sur le changement climatique pour les différentes pizzas. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'entre la pizza qui a le plus d'impact et celle qui a le moins d'impact, on a un facteur 4 en termes d'impact environnementaux, ce qui est quand même considérable. Et une chose qui est pas forcément, qui est un peu contre-intuitive, c'est qu'on a, par exemple, une pizza légumes qui a nettement plus d'impact que la plupart des pizzas à viande. Et ça, on a pu l'expliquer par le fait que les impacts environnementaux des pizzas, ils étaient essentiellement dus à leur teneur en fromage et en bœuf. Et que cette pizza légumes contient beaucoup de fromage. Et puis, les pizzas viandes qu'on a, les viandes qu'elles contiennent, c'est d'autres viandes que du bœuf. Et donc là, on illustre bien l'intérêt de travailler vraiment à l'échelle du produit et non pas uniquement des catégories de produits. Et pour les fromages, donc là, j'ai mis l'ensemble des indicateurs environnementaux qu'on avait quantifiés. Là, on a un facteur qui va de 3 à 15 selon les indicateurs environnementaux entre le fromage, le qui a le moins d'impact et celui qui a le plus d'impact. Donc là encore, une influence, une relation très, très, très importante entre les différents produits. Donc ça, c'est dû à la nature et à la quantité de l'eau, mais aussi aux équipements mis en œuvre et notamment la performance des câbles d'affinage, puisqu'on peut avoir des variabilités très importantes à ce niveau-là. Et pour les fromages qui peuvent être très affinés, ce qui est le cas d'un certain nombre de fromages AOP, ça peut avoir une incidence vraiment très importante. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, l'intégration des pratiques des consommateurs. Donc, est-ce que les pratiques à domicile des consommateurs influencent les impacts environnementaux des produits de façon significative? Là encore, la réponse est oui. Donc, ça aussi, Adeline, elle a pu apporter des éléments là-dessus dans le cadre de sa thèse, puisqu'on a travaillé donc sur 6 pizzas consommées à domicile. Donc, on avait recruté un panel de consommateurs et on les a vraiment, chez eux, ils devaient préparer la pizza et consommer la pizza et ils devaient noter combien de temps ils stockaient les ingrédients, à quel moment ils allumaient leur four pour cuire la pizza, à quel moment ils éteignaient le four, etc., etc. Donc, vraiment une étude très détaillée. Et on a observé une très grande variabilité des pratiques. Et comment ça, est-ce que ça se traduit sur la CV totale? Là, par exemple, si on compare la CV totale de la pizza pour la plus basse durée d'usage du four et pour la plus haute durée d'usage du four, on a sur certains indicateurs un facteur 2, donc à l'échelle de tout le cycle de vie de la pizza. Donc, c'est quand même considérable. Et puis, une autre étude qui a été faite, donc cette fois-ci en collaboration avec le Marriott et le Pôle ENSA, c'est sur les fraises emballées, où là, la question, c'était de savoir est-ce qu'un emballage à atmosphère modifié permettait d'être une alternative plus éco-efficiente que le froid pour le stockage des fraises. Et donc là, dans ce système de production, ce qui avait le plus d'impact environnemental, c'est la production des fraises elles-mêmes. Et donc, l'enjeu, c'était d'avoir le moins de pertes de fraises possible. Et de ce point de vue-là, c'était le froid qui était le plus performant. C'est le froid qui permettait de mieux préserver les fraises et donc qui générait moins d'impact environnemental.
Mais cette étude-là, elle était complétée d'une étude consommateur qui montrait que la plupart des consommateurs, ils ne veulent pas mettre leurs fraises au frigo parce qu'elles perdent en goût et que ça, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, de ce point de vue-là, un emballage à atmosphère modifiée qui permet de stocker à température ambiante reprend tout son intérêt. Sauf que cette même étude consommateur, elle montrait aussi que dans le cas où les gens ils achètent des fraises qui sont emballées, quand ils arrivent chez eux, ils enlèvent l'emballage. Ils laissent les fraises à l'air libre. Et donc, voilà, ça relance la conclusion. Et donc, il me semble qu'il y aurait plein de choses à faire sur l'étude des comportements des consommateurs et l'incidence de ces comportements sur les impacts environnementaux des produits alimentaires. Et puis, troisième question, donc, comment coupler l'environnement et la nutrition pour évaluer les aliments? Donc là, on revient aux travaux de thèse d'Adeline, où ce qu'elle a fait, donc là, c'est l'exemple des fromages AOP. Donc, on a classé en fait les différents fromages entre celui qui avait le moins d'impact environnemental, qu'on a positionné en haut, celui qui avait le plus d'impact environnemental, positionné en bas, et on a attribué un code couleur, donc de vert à pas beaucoup d'impact, à rouge à le plus d'impact, pour bien marquer le classement. Donc, on a fait ça pour l'unité fonctionnelle massique qui est utilisée classiquement. Et on a voulu comparer ça avec des unités fonctionnelles nutritionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on a exprimé les impacts environnementaux par le nombre de calories contenues dans le fromage, par le gramme de protéines du fromage, le gramme de calcium ou par le score sain du fromage. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reclassé les différents fromages, donc de ceux qui ont le moins d'impact environnemental, donc qui sont toujours en haut, à ceux qui ont le plus d'impact environnemental, qui sont toujours en bas. Mais on a gardé le code couleur de l'unité fonctionnelle massique, de façon à observer l'évolution des classements. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que pour certaines unités fonctionnelles, le classement par rapport à l'unité fonctionnelle massique est relativement maintenu. Mais pour d'autres unités fonctionnelles, il est complètement changé, voire complètement renversé. Et que donc, le choix d'unité fonctionnelle est vraiment déterminant dans le classement des produits. Donc ça, ce que ça montre, c'est qu'une unité fonctionnelle nutritionnelle, ça permet bien d'inclure la dimension nutritionnelle dans la dimension environnementale. Ce qu'on confirme, qui a été déjà évoqué dans la littérature, c'est qu'une unité fonctionnelle basée sur un nutriment améliore le classement des produits riches en ce nutriment. Et donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est étudier plusieurs unités fonctionnelles pour avoir une vision un peu plus globale des enjeux environnementaux liés aux produits. Sauf que ça, on voit bien qu'en pratique, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Et donc, c'est quand même une limite de l'approche. Et puis, une autre limite, c'est que j'ai dit au départ que les aliments, ils portaient différentes dimensions de la qualité. Donc, il y a la dimension nutritionnelle qui est très importante, mais ce n'est pas la seule. Et là, dans une approche comme celle-là, comment intégrer, par exemple, la dimension sensorielle? Ce n'est pas évident du tout. Ces diagnostics, donc, ils ont permis d'apporter des éléments de réponse à certaines questions que je pouvais avoir, mais ce qui m'a aussi permis de constater, c'est à quel point l'ACV c'est coûteux en données. Donc, il y a vraiment besoin de beaucoup de données pour faire des ACV, et puis l'ACV, ça génère aussi beaucoup de données. Et puis, comme je viens de l'évoquer, il y a besoin de coupler les résultats d'ACV à d'autres dimensions de la qualité des produits, que ce soit la nutrition, le sensoriel, les fonctionnalités ou autres. Et donc, pour ça, j'ai envie de travailler avec des gens spécialistes de l'intégration des connaissances et des données. Donc, j'ai des collaborations avec MIA Paris, BIA, IAT et puis la plateforme plastique. Et donc, on va développer un écosystème d'outils centré autour d'une ontologie qui s'appelle PADO. Et donc, cette ontologie permet de décrire donc, les produits et les procédés dans notre domaine. Donc, cette ontologie, elle a été déclinée en PADO transformant, une ontologie de domaine, où on décrit tout le vocabulaire lié aux produits et aux procédés et à toutes leurs propriétés que nous, on étudie, et ceci de façon structurée et hiérarchisée. Et donc, cette ontologie, elle permet aussi de structurer une base de données qui s'appelle PO2 Bagatelle et dans laquelle on peut stocker toutes nos données liées aux procédés, aux produits, aux propriétés qu'ils portent, aux matériels et méthodes qui ont permis de les mesurer, etc. Et ceci de façon structurée. Et donc, les données qui peuvent être stockées dans PO2 Bagatelle, c'est soit les données qu'on génère nous-mêmes ou des données issues de la littérature, ce qui peut être intéressant en vue de leur réutilisation.
Donc, dans le cadre d'un projet ONR que j'ai coordonné et qui s'est terminé en fin d'année dernière, ce qu'on a voulu faire, c'est travailler avec la plateforme Mills In-Out d'INRAE. Donc, la plateforme Mills In-Out, la plateforme Mills, pardon, c'est l'évaluation multicritère de la durabilité. Et donc, la plateforme Mills, elle héberge un logiciel qui s'appelle Mills In-Out, qui facilite la réalisation d'ACV, donc pour les praticiens ACV. Donc, il y avait voilà, des travaux qui avaient déjà été finalisés autour des ACV, de tout ce qui était production agricole, végétale et animale. Mais la partie transformation n'était pas encore réalisée. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet. Et on a voulu faire ça d'une façon la plus interopérable possible avec notre écosystème et puis de Bagatelle. Donc, par exemple, quelqu'un qui va faire un ACV dans MILS, il va avoir, pour préciser sur quel produit, sur quel procédé il travaille, des listes déroulantes. Et dans ces listes déroulantes, c'est tout le vocabulaire PO2 transformant qui apparaît. De façon à pouvoir standardiser, en fait, tout le vocabulaire dans les différentes ACV réalisées. Et puis actuellement, on continue de travailler à une interopérabilité encore plus forte au niveau des données, de façon à ce que les ACV réalisés dans MINS, elles puissent être capitalisées dans PO2 Bagatelle, et que aussi, si dans MINS, on veut faire une ACV, mais que par exemple, il nous manque, je sais pas, la consommation énergétique d'un procédé, on puisse interroger la base PO2 Bagatelle pour savoir si cette donnée, elle est déjà connue dans la base et ainsi aider à l'ACV. Cet outil, cet environnement d'outils nous permet aussi facilement d'exporter des jeux de données pour les mettre à disposition de la communauté scientifique. Et après, on peut les mettre en valeur dans des data papers, ce que j'ai déjà fait pour différentes ACV. Voilà, et donc, je vous dis, après la partie diagnostic, ce qu'on fait, c'est qu'on définit la stratégie d'éco-conception et notamment son ambition. Donc, on fait l'ambition de stratégie d'éco-conception. Différents niveaux d'ambition vont être possibles. Donc, ce que je qualifierais de plus beau, c'est l'amélioration, où l'environnement est plutôt considéré comme une contrainte. Si on a un petit peu plus d'ambition, on va aller sur de la reconception, où l'environnement est plutôt considéré comme un critère. Et puis, si on veut encore augmenter l'ambition, on va plutôt sur de l'innovation, donc soit technique ou soit encore de plus haut niveau systémique, jusqu'à considérer l'environnement comme un levier. Donc, évidemment, plus on augmente l'ambition, plus l'éco-efficacité peut être importante, mais plus ça prend de temps et plus c'est complexe, évidemment. Donc là, ce que j'avais envie de faire, c'était de vous illustrer pour 3 niveaux, donc amélioration de conception et innovation technique, des choses voilà, que j'ai pu faire. Donc, pour la première amélioration, dans notre domaine, ce qui vient assez directement dans l'amélioration, c'est l'optimisation des procédés, l'optimisation multi-objectifs tenant compte de critères environnementaux. Donc, ça, c'est des choses qu'on a faites, mais plus récemment, on a eu envie d'explorer les apports de l'ACV dynamique pour cette optimisation multi-objectifs. Et donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Donc dans le cadre du projet Dynamo que je coordonne, qui est financé par Calima, et c'est des travaux portés par Nathalie Lee que je co-encadre. Et donc Nathalie, sur quoi elle a travaillé, c'est de temporiser l'inventaire de cycle de vie. Et donc, on obtient des résultats d'ACV qui sont présentés sur ce type de représentation en 3D. Où on a donc les différentes étapes de production d'un procédé. Donc là, c'est l'exemple de la production de sauce tomate. Et au cours du temps, on peut observer la relation des impacts environnementaux. Donc là, par exemple, le changement climatique ou l'usage de l'eau. Et avec un code couleur, on peut différencier les différents contributeurs à ces différents impacts. Donc ça, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec le CTCPE et qui a dit que donc cette façon de représenter les résultats de la CV, il faut réussir à se les approprier au début, mais il me semble que pour des gens qui font du génie des procédés, c'est plutôt parlant d'avoir cette représentation par étapes et au cours du temps, et de bien visualiser les opérations, les impacts associés, de bien visualiser si l'impact il est dû à l'intensité du flux, à la durée de l'opération, de bien visualiser les différents contributeurs. Ça, c'est plutôt bon, a priori, pour des gens du génie des procédés. Et puis, plus récemment, ce que Nathalie est en train de faire, c'est de temporaliser le mix énergétique parce que typiquement, la production de la sauce tomate, c'est une production qui est hautement saisonnalisée. Et le mix énergétique, il n'est pas constant au cours du temps, ni même constant au cours de la journée d'ailleurs. Et donc, on voulait voir si ça avait un intérêt de temporaliser sur l'arrière-plan le mix énergétique. Et donc, ce qu'elle a montré, c'est que oui, ça permet d'avoir une description différente des impacts environnementaux, donc il n'y a pas les mêmes impacts.
Et puis surtout, que ça permettait de mettre en évidence qu'on pouvait diminuer les impacts par une planification différente du procédé. Et donc ça ouvre d'autres voies d'éco-conception. Voilà, donc sur l'augmente d'ambition, c'est la reconception. Et donc là, je voulais présenter l'exemple de la reformulation des pizzas, donc ce qu'a fait Adeline dans sa thèse. Pour les pizzas, donc on a utilisé un outil d'évaluation multicritère qui s'appelle DEXI, qui permet de décrire donc, la qualité de la pizza selon ses différentes dimensions. Donc, nous, on avait choisi nutrition, sensorielle, environnement. Et ces différentes dimensions, elles sont décrites par différents types d'indicateurs. Et donc, pour les indicateurs environnementaux, on n'avait pas repris directement les indicateurs ACV, mais plutôt les facteurs de conception qui jouent dans les impacts environnementaux. Donc, c'est les résultats d'ACV qui nous avaient permis d'identifier quels indicateurs étaient intégrés dans l'approche. Et donc ça, ce que ça permet, c'est pour la pizza donnée, d'évaluer selon les différents indicateurs et de mettre en évidence les indicateurs qui sont vraiment très mauvais dans les bases et qui apparaissent en rouge, et puis ceux qui, au contraire, sont déjà plutôt bons, mais il n'y a pas forcément de voie d'éco-conception à ce niveau-là. Et donc, ça permet d'imaginer une reformulation de pizza où on peut changer des ingrédients et puis là aussi changer d'emballage et aboutir à une pizza où tous les indicateurs sont moyens ou bons, ce qui est plutôt positif. Donc là, on a quand même changé assez radicalement la pizza. Pour l'exemple, on peut faire des choses un peu plus subtiles d'évolution et ça permet quand même de proposer des solutions de reformulation des pizzas. Un exemple, on augmente encore de niveau d'ambition, c'est l'innovation plutôt technique, donc le cas des from-pois. Donc les from-pois, c'est des produits végétaux fermentés à base de protéines de pois, donc là en l'occurrence des mélanges pois-lait. Et donc, on a fait quatre produits différents en collaboration avec la plateforme fromagère d'Aurillac, donc de l'UMR Fromage. Et donc, c'est des travaux qu'on a réalisés dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Diet Plus. Et donc, ces différents from-pois, ce qu'on a fait, c'est à la fois une analyse ACV de leur système de production et une étude consommateur sur l'acceptabilité de ces produits. Alors, la CV, sans trop de surprise, elle a montré que plus il y avait de poids dans les produits, plus c'était bénéfique sur le plan environnemental. Et donc, voilà, il y avait vraiment un bénéfice à augmenter la teneur en poids dans les from-pois. Sauf que ce qui est un peu embêtant, c'est que ça vient en contradiction avec l'étude consommateur parce que les consommateurs, eux, plus il y avait de poids dans les from-pois et moins ils appréciaient les from-pois. Donc ça, c'était un peu embêtant. Et puis, un autre point qui était un petit peu embêtant, c'est qu'on a voulu après comparer les impacts environnementaux de nos from-pois à ceux de produits qui nous semblent comparables. Donc, le camembert, c'est une technologie, mais matières premières différentes, du lait. Et tofu en mousse, on est aussi sur des légumineuses, mais avec d'autres procédés technologiques. Et ce qu'on a vu, c'est que nos from-pois, il y a plus d'impact que l'ensemble de ces autres produits, y compris que le camembert, à quoi on ne s'attendait pas forcément. Et là, ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, on avait un procédé complexe avec plein d'étapes qui étaient très énergivores et qu'on avait, beaucoup d'impacts et des impacts qui compensaient en fait le bénéfice par rapport à la matière première. Alors, la petite chose, c'est quand même que on a fait ça sur une plateforme expérimentale et que c'est quand même pas forcément aussi directement comparable que ça par rapport à des produits qui, eux, peuvent être produits industriellement. Donc voilà, il y a une petite nuance. Mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de simplifier et d'éco-concevoir le procédé. Et cet exemple-là, il met bien en évidence le paradoxe de l'éco-conception. Finalement, au début du projet, on a beaucoup travaillé sur la matière première, les consortia microbiens pour avoir des produits fermentés avec les qualités qu'on recherchait, sans trop se préoccuper du procédé, en se disant que voilà, le procédé, on allait faire comme on sait, entre guillemets. Et puis, on arrive à la fin, on a vu de façon précise les impacts environnementaux. Et on se rend compte là qu'on aurait dû dès le début penser à se dire oui, mais quand même notre procédé, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il y ait le moins d'étapes possible, qu'il y ait le moins d'étapes de stérilisation possible, enfin voilà, les choses qu'on sait qui peuvent être impactantes et on n'avait pas pensé dès le départ. Et donc ce paradoxe de l'éco-conception, c'est vraiment ça, c'est au début du projet, on se fixe des objectifs, on n'a pas forcément les moyens d'évaluer à ce moment-là les impacts que ça va avoir sur le plan environnemental. Et on fait des choix et à la fin, on fait cette évaluation fine et on se rend compte qu'en fait, il y a certains choix où on n'avait pas réfléchi et c'est dommage parce que maintenant, on se retrouve embêté et on a peu de marge d'amélioration à ce moment-là. Ça va assez directement dans mes perspectives de recherche.
puisque dans les prochaines années, j'ai vraiment envie de me focaliser sur ce type de questions et d'aborder la question de l'évaluation environnementale d'innovation dans les systèmes alimentaires. Donc, évidemment, le paradoxe de l'éco-conception que je viens d'évoquer, il est particulièrement renforcé dans le cadre du processus d'innovation. Et récemment, avec des collègues du réseau IDEAS, on a publié un article sur la place et le rôle de l'évaluation dans les processus d'innovation. Et donc, on a identifié que l'évaluation, elle pouvait servir à faire les diagnostics des situations initiales, à sélectionner des solutions et à faire des évaluations à différentes échelles et puis l'évaluation des solutions retenues finalement. Et pour l'évaluation dans ce processus, c'est déjà de formaliser le rôle et le mode d'évaluation, ce qui dans nos domaines n'est pas trop fait. Le deuxième enjeu, c'est d'utiliser des critères et des indicateurs de durabilité pertinents, ce qui paraît évident en le disant, mais qui n'est pas tant que ça en pratique. Un autre enjeu, c'est d'adapter l'évaluation au contexte de l'artefact conçu. Et puis, dernier enjeu en fait, qui vient répondre aux deux précédents, c'est de renforcer les pratiques participatives, à la fois pour renforcer la pertinence des évaluations sur les critères choisis, mais aussi d'adapter les évaluations au contexte dans lesquels les artefacts sont développés. Donc, si je demande une question de recherche qui rassemblerait un peu ce que j'ai envie de faire, ce serait quelles approches d'évaluation environnementale mettre en œuvre pour soutenir un processus d'innovation, vers plus de durabilité, sous-entendu évidemment, et voir, pour aller plus loin, comment faire de l'environnement un levier d'innovation. Donc ça, je vous décline en 3 sous-questions. Donc, la première, elle est centrée autour de l'innovation produit-procédé, avec la question quelles approches ACV pour évaluer et accompagner l'éco-innovation produit-procédé. Deuxième question, c'est comment opérationnaliser l'évaluation pour soutenir les transitions vers plus de durabilité. Parce qu'il me semble que pour vraiment adresser la question de la transition, on ne peut plus considérer que l'innovation produit-procédé seule, mais on doit considérer l'innovation produit-procédé dans son système socio-technique. Donc, c'est-à-dire considérer le réseau d'acteurs qui va partager des pratiques, des représentations collectives, des connaissances, des règles formelles, informelles, des technologies, et donc un réseau qui va induire des effets, des freins, voire des verrouillages à l'innovation, ou au contraire des leviers d'innovation, et que c'est la convolution du système socio-technique et de l'innovation qui va soutenir la transition. Voilà. Et on trouve une question transversale aux 2 autres. Donc, quelles connaissances formaliser et comment pour stimuler l'éco-innovation? Alors, je vais détailler chacune de ces questions, mais avant ça, je voulais préciser, vu que je parle de transition vers plus de durabilité, je voulais préciser davantage les transitions auxquelles moi, je me propose de travailler plus précisément. Donc, quand on parle de transition des systèmes agroalimentaires vers plus de durabilité, généralement, il y a 2 gros voies complémentaires qui sont évoqués. Donc, la première, c'est d'orienter les consommateurs vers un changement de régime alimentaire. Et la deuxième, c'est de favoriser les pratiques de production qui vont vers plus de durabilité. Donc, c'est 2 voies que j'ai envie d'explorer conjointement. Pour ce qui est des changements de régime alimentaire, donc la recommandation, c'est d'aller vers plus de produits végétaux, moins de produits animaux, à la fois pour des raisons environnementales et nutritionnelles. Et donc là, on a beaucoup de travaux là-bas, et par exemple, ceux que je viens de présenter sur les framboises, où on développe des aliments à base de légumineuses. Les légumineuses étant directement recommandées dans cette forme-là de transition alimentaire. Et l'exemple des framboises montre bien, il me semble, qu'on a besoin d'accompagner ces développements-là d'évaluation environnementale pour arriver à des solutions qui soient pertinentes sur le plan environnemental, ce qui est quand même un des enjeux importants de la transition, évidemment. Pour ce qui est de favoriser les pratiques de production qui vont vers plus de durabilité, alors je ne l'ai peut-être pas dit très explicitement dans le bilan de ce que j'ai présenté, mais globalement, si on regarde l'ensemble des diagnostics environnementaux qui sont faits actuellement, ce qu'on sait, c'est que la plus grande marge d'amélioration qu'on a sur le plan environnemental, elle est sur la phase agricole. Et sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que les agriculteurs, pour faire évoluer leurs pratiques, c'est pas si simple, et notamment, ils ont beaucoup de contraintes qui proviennent de l'aval, contraintes qui les restreignent en fait dans leur capacité à modifier leurs pratiques vers plus de respect de l'environnement. Et donc là, on va vraiment donner des degrés de liberté aux agriculteurs
et ça en repensant ensemble agriculture, transformation, consommation. Et donc là, la proposition, c'est de regarder les innovations couplées entre agriculture, transformation et consommation pour soutenir la transition agroécologique. Et puis, troisième transition qui est transversale aux deux autres, une transition qu'on observe quand même très largement, hein, c'est la reterritorialisation des systèmes alimentaires. Donc, sur le plan de la transformation, on voit se développer pas mal d'outils de transformation locaux à petite échelle. Les consommateurs qui sont impliqués dans ce type de circuit de consommation, ils opèrent des transformations domestiques de plus en plus. Hein, la transformation domestique est accrue. Et pour autant, on ne connaît pas très bien les impacts environnementaux liés à ce type de pratique de transformation. Donc, il me semble qu'il y a un enjeu là aussi à accompagner cette transition-là sur le plan de l'évaluation environnementale. Pour les questions, voilà, mes sous-questions de recherche. Donc, la première, c'était les approches ACV pour l'innovation produit-procédé. Donc, évidemment, les ACV quantitatifs tels que j'ai présentés avant, de mon point de vue, elles restent complètement valables et opérationnelles pour ce qui relève des diagnostics des situations initiales ou pour les évaluations finales des solutions. Et c'est plutôt entre les deux on est un peu embêté. Donc, la première proposition, ce serait de mobiliser la CV qualitative sur laquelle j'ai travaillé donc, avec les collègues suédois pendant que j'étais en séjour chez eux. Donc, l'idée de la CV qualitative, ça se présentait sous forme d'une checklist. Et donc, l'idée, c'était de traduire notre expertise ACV, on va dire, dans un outil qualitatif. Donc, en fait, les différents points importants sur le plan environnemental, tout au long du cycle de vie du produit, on va identifier et on invite en fait le concepteur à se poser un certain nombre de questions autour de ces différents items et les questions qu'on lui propose de traiter au niveau donc, du produit, du procédé qui va être conçu lui-même, mais aussi de ses impacts en amont et en aval. Donc, on reste dans cette perspective cycle de vie. Donc, ça, il me semble que ça peut être un outil qui peut être mobilisé quand vraiment on n'a aucune donnée quantifiée au début du processus de conception. L'autre proposition, c'est qui est moins dans la littérature, hein, c'est la CV prospective, donc notamment pour le développement de technologies émergentes. Là, l'idée, c'est que quand on développe une technologie, donc en T0, on va voir qu'elles sont implémentées dans le domaine, on va voir faire face à deux enjeux. Le premier, c'est le passage à l'échelle. Ce qu'on fait à l'échelle labo ou même pilote n'est pas forcément représentatif. D'ailleurs, le plus souvent, on n'est pas représentatif de ce qui se passe après en implémentation en situation réelle. Et puis, ces développements ils prennent un certain temps aussi. Et les évaluations qu'on fait en temps T0, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes au temps T où la solution va être implémentée dans le monde réel? Donc, la service prospective, elle se propose de répondre à ce double enjeu de passage à l'échelle et de projection dans le temps pour essayer de faire une évaluation qui sera la plus pertinente possible quand la solution sera réellement implémentée. Donc, ça, évidemment, ça pose des défis méthodologiques sur le plan de compatibilité des systèmes qu'on étudie, des données qu'on doit utiliser, et puis des incertitudes associées, évidemment. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'innovation produit-procédé parce qu'il me semble que c'est assez difficile de dissocier les deux. Hein. Les produits sont issus de procédés et les procédés processent des produits. Donc, forcément, l'interaction produit-procédé est très forte. Pour autant, pour ce qui concerne l'évaluation, il me semble que si l'intention, c'est d'innover sur un produit ou sur un procédé, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour ce qui est des produits, donc, le point d'attention particulier, ça va être les ingrédients utilisés, sans négliger le reste, hein, évidemment. Mais ça va quand même rester un point d'attention particulier. Et donc, on a envie d'explorer cette partie innovation produit, donc dans le cadre du projet Alinoveg qui démarre. Et dans le cadre de ce projet, il y a une thèse qui est en cours de recrutement et qui va travailler à la conception multicritères et multi-acteurs d'ingrédients et aliments innovants à base de légumineuses. Donc, c'est une thèse que je vais co-encadrer où il y a différentes dimensions. Mais pour ce qui concerne la CV, là, l'idée, c'est d'aller faire de la CV seulement quantitative. On a déjà pas mal d'informations sur les procédés industriels, vu que c'est un projet en partenariat industriel. Mais voilà, on a quand même pas mal de marge de manœuvre sur la formulation des produits, donc aller d'une ACV semi-quantitative à de plus en plus quantitative au fur et à mesure des choix qui vont être faits dans le projet.
Pour l'innovation procédée, les choses elles se positionnent un petit peu différemment. Les procédés, c'est des investissements longs pour des équipements à longue durée de vie. Donc, les enjeux sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer donc, dans le cadre du projet Éco-Rectique qui fait l'objet de la thèse de Laurent Collet, qui a démarré récemment et que je co-encadre. Et donc, en oral, l'objectif de sa thèse, c'est d'éco-concevoir un itinéraire technologique de production d'acide lactique qui va être issu de la fermentation d'un lactosérum, qui est lui-même un coproduit d'une fromagerie. Et cet acide lactique, l'objectif, c'est qu'il soit intégré, formulé dans des détergents. Et en fait, l'originalité un peu de ce projet, c'est que la fromagerie qui produit le lactosérum et le producteur de détergents, ils sont très proches géographiquement, ils sont à 500 mètres l'un l'autre. Et donc, il y a vraiment une mesure de bioéconomie territoriale dans ce projet, autour de ce développement de cet itinéraire technologique. Et donc là, la proposition, c'est plutôt d'aller vers de l'ACV prospective, peut-être qualitative dans un premier temps, et de plus en plus quantitative au fur et à mesure où on aura les éléments pour le faire dans le projet. Alors, pour ce qui concerne la deuxième question, donc là, l'idée, c'est vraiment d'inscrire l'innovation, la transition vers plus de durabilité. Et donc, comment on fonctionnalise cette innovation? Donc, pour l'évaluation de la durabilité, il y a des cadres d'évaluation de la durabilité qui existent, qui ont été proposés. Donc, une première question, c'est comment un CV, ça peut s'articuler avec ça? Pas forcément évident. Et donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder dans le cadre du projet ONR ICAD, qui a pour objectif de repenser l'alimentation durable en restauration collective d'entreprise. Dans ce projet, on va faire l'analyse des cadres existants pour faire cette évaluation. Et en parallèle, on fait de la CV et de l'évaluation nutritionnelle en restauration collective. Donc là, Adeline Cortési, elle est actuellement en postdoc sur ce sujet. Et donc, elle va dans les restaurants collectifs d'entreprise collecter toutes les données pour faire les ACV, les évaluations nutritionnelles des produits proposés et réellement consommés. Et dans ce projet, on se propose d'aller encore un petit peu plus loin. C'est aussi de collecter les visions des parties prenantes sur l'alimentation durable et de voir comment ces trois approches, elles s'enrichissent. Autre projet qui va permettre d'alimenter cet axe de recherche, c'est le projet Plateforme Air Food. Donc, Plateforme Air Food, lui, il vise à développer une plateforme de données, méthodes et dispositifs pour l'analyse et l'évaluation quantitative des systèmes alimentaires territorialisés. Et donc, on va passer par la co-construction avec des acteurs de 2 territoires pilotes, des cadres et des outils de collecte des données pour faire cette évaluation la plus quantitative possible. Donc, il y a actuellement un stage qui est en cours à Bordeaux Sciences Agro, avec qui je collabore, qui va poser des premiers pas pour ce projet qui va démarrer en fin d'année. Et puis en fin d'année, à l'automne, on va aussi recruter une postdoc qui, elle, va plutôt avoir pour mission de faire une analyse de la transformation à petite échelle en France, mais dont les travaux vont pouvoir alimenter aussi ce projet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en regard les cadres d'évaluation de la durabilité avec des cadres d'évaluation qui reposent sur les visions, les objectifs, les motivations et les valeurs des parties prenantes. Sauf qu'en fait, ces visions, ces objectifs, ces motivations, ces valeurs, elles ne sont pas faciles à collecter. Enfin, en tout cas, si on va interroger des acteurs un peu frontalement en leur disant c'est quoi pour vous, c'est quoi votre vision de l'alimentation durable, ils nous regardent avec des yeux un peu ronds, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Donc, il faut trouver d'autres moyens en fait d'accéder à ça. Et donc, il y a des méthodes d'enquête auprès d'acteurs qui ont été formalisés, qui me semblent qui peuvent être utilisés en fait aussi dans cet objectif-là. Donc moi, je retiens particulièrement deux. La première, c'est le diagnostic des systèmes sociotechniques, donc qui lui vise plutôt à identifier les freins et les leviers à l'innovation dans les systèmes sociotechniques. Et la deuxième, c'est la traque aux innovations couplées, qui elle a plutôt pour objectif d'identifier les conditions et les facteurs de succès de l'innovation. Donc pour ce qui concerne le diagnostic des systèmes sociotechniques, on n'a pas réellement fait un diagnostic des systèmes sociotechniques dans les règles de l'art, mais dans le cadre des projets Biodette et FARC, on s'intéresse à l'identification des freins et des leviers pour une restauration collective 100% bio ou en accord avec la loi Egalim, ce qui est du coup ce qui va dans ce sens du diagnostic des systèmes sociotechniques. Et puis, pour ce qui est de la traque aux innovations couplées, donc ça, c'est des choses que Juliette Miguero-Leprince, qui est actuellement en thèse, que je co-encadre en collaboration avec l'UMR Agronomie. Donc, c'est des choses que Juliette est en train de faire. Et Juliette, elle travaille sur les innovations couplées entre agriculture, transformation et restauration collective. Et donc, ces travaux, ils sont liés aussi avec un projet qui s'appelle Innovco,
Et dans ce projet, suite à la traque aux innovations couplées, il y a vraiment cette intention de co-construction d'un outil d'évaluation de ces innovations couplées avec les acteurs impliqués dans ces évaluations, dans ces innovations, pardon. Et dans l'axe de recherche, la formalisation des connaissances pour stimuler l'éco-innovation. Alors là, on distinguerait aussi deux cas. Un cas où on va chercher plutôt à diagnostiquer la décision, où on sent qu'on est plutôt bien outillé, on travaille dans la série d'outils d'évaluation multicritères, et qu'on a surtout un besoin d'appropriation par les acteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler dans le cadre du projet Fairchain, un projet qui a pour objectif de développer dans chaîne de taille intermédiaire. Et donc là, on a Samuel Leféon, qui est un postdoc que j'encadre, qui travaille aux ACV, donc de ces nouvelles chaînes de valeur basées sur des innovations. Et en collaboration donc, avec les collègues suédois, on travaille à l'évaluation multicritères et multi-acteurs. Et voilà, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un enjeu d'appropriation pour les acteurs du projet de ces différents outils, de ces différentes approches. Et puis, la deuxième volet, c'est l'évaluation d'idées visant à l'amélioration environnementale. Et on sent que par le coup, dans notre domaine, on n'est vraiment pas du tout outillé pour ça. Et donc, moi, j'ai relevé dans la littérature différentes propositions qui me semblent pouvoir être intéressantes à appliquer à nos objets. Donc, la première, c'est la carte des opportunités de valeur proposée par Nancy Boken et ses collaborateurs. La deuxième, c'est le mécanisme de stimulation de la co-innovation proposé par Benjamin Thiel et ses collaborateurs. Et la troisième, c'est les ateliers KCP, donc proposés par l'école des Mines. Et alors là, pour le coup, c'est une approche que j'ai déjà eu, des ateliers que j'ai déjà eu l'occasion de mettre en œuvre, donc pour d'autres objectifs. Mais ce qui m'a paru particulièrement important dans ces ateliers, c'est qu'il y a vraiment une phase de formalisation des connaissances. Et je me pose vraiment cette question, finalement, quelles connaissances environnementales on doit apporter et sous quelle forme pour stimuler la génération d'idées à visée environnementale. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir explorer dans le cadre de la thèse liée au projet à l'Innoveg, puisqu'on a prévu d'organiser des ateliers multi-acteurs qui vont permettre de tester différentes approches méthodologiques. Et puis, pour ce qui est de la formalisation des connaissances, évidemment, j'avais envie aussi de remobiliser ce qu'on a développé dans le cadre de l'écosystème PO2. Et donc là, la proposition, c'est de s'appuyer sur les outils liés à PO2, de les coupler à des outils de fouille de texte et de données, pour élaborer un graphe de connaissances autour d'un produit végétaux fermenté à base de légumineuses. Et donc, ce graphe de connaissances, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'il soit le support à l'élaboration d'un jeu sérieux. Ce jeu sérieux devenir un objet intermédiaire pour les acteurs, pour les aider à concevoir des produits végétaux fermentés à base de légumineuses et avec des critères sensoriels, environnementaux, nutritionnels, etc., etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on va travailler dans le cadre d'une thèse qui va démarrer dans un an en collaboration avec l'Université de Paderborn pour la partie grappe de connaissances. Et ça, c'est dans le cadre d'un réseau doctoral européen porté par le labo. C'est un thèse, on va positionner les différents projets actuellement en cours ou qui vont démarrer bientôt. Alors, entre les transitions auxquelles je me propose de contribuer et trois sous-questions de recherche que j'ai envie de traiter. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chacun de ces projets qui contribue à une transition plus spécifique, mais chacun de ces projets peut contribuer à éclairer une ou plusieurs des questions que j'ai envie de traiter. Et chacune des questions, elle peut être éclairée par plusieurs projets. Et ça, c'est une façon de travailler que j'aime bien parce qu'il me semble que pour une question confronter les résultats obtenus dans différents projets, donc dans différents contextes, pour différents objectifs, avec différents types d'acteurs, ça permet de mieux se rendre compte ce qui, dans nos résultats, peut être un peu générique et ce qui, au contraire, est vraiment spécifique des cas qu'on étudie. Voilà. Et donc, en conclusion, je dirais que la formation chimiste, elle m'a amené à ma place comme chimique. Donc, je suis passée par les sciences d'ingénierie, un petit peu de génie des procédés, un tout petit peu de microbiologie, avec un peu de mathématiques appliquées. Et actuellement, je me positionne plutôt dans les sciences de l'environnement et plus spécifiquement en ACV et en éco-conception. Et avec une envie d'intégrer davantage les sciences de la conception dans mes approches pour renforcer le côté conception de l'éco-conception.
Et donc, les apports scientifiques, actuellement, ils sont essentiellement des apports de connaissances sur les liens entre activités humaines et environnement, et puis des apports méthodologiques sur le CV, l'éco-conception et l'intégration des connaissances. Donc, évidemment, tout ça, je le fais pas toute seule, là. Donc, je le fais en collaboration avec des gens issus de différentes disciplines, donc des disciplines qui sont très occupées du CFO et aussi du département transfert avec d'autres unités. Donc, le département transfert, c'est le département d'INRAE duquel je relève. Et puis, pour toute la partie intégration des connaissances, des collaborations en informatique et mathématiques appliquées et des collaborations quand même assez anciennes et assez fortes. Et puis, les collaborations puissantes, pour le coup, avec pour traiter la partie innovation couplée avec l'ONU, notamment. Et puis, des collaborations aussi avec des économistes, des sociologues, et pour élargir aussi la question environnementale à la question de la durabilité. Et puis, des programmes aussi qui cherchent à s'ancrer de plus en plus dans le terrain, dans le monde socio-économique, avec un partenariat socio-économique renforcé, et ça dans des approches de plus en plus participatives. Donc, mes travaux, ils s'inscrivent aussi dans différents projets collaboratifs, soit en coordination, où j'ai une responsabilité scientifique ou juste je participe. Et puis, les travaux, ils sont très dans des réseaux aussi auxquels je participe. Donc, le réseau EDEAS, très important pour moi. Le réseau Écolisé, qui m'a beaucoup aidé à amorcer mes travaux autour de l'éco-conception. Et puis, le réseau ACV d'INRAE, qui est plus jeune, puisqu'il a attendu la naissance d'INRAE pour exister, mais qui m'apporte aussi beaucoup sur le plan de l'ACV. Et donc, là, je profite pour faire une petite aparté autour de l'innovation scientifique, parce que j'ai la chance de contribuer à l'innovation scientifique du réseau IDEAS, du réseau ACV INRAE, et aussi des animations du département transfert d'INRAE. Ça, c'est vraiment une activité que j'apprécie beaucoup de faire et qui m'enrichit beaucoup et qui enrichit beaucoup les questions de recherche et qui aide à orienter mes trajectoires de façon assez évidente. Et puis, parce que c'est quand même l'objet de l'habilitation à diriger des recherches, ces travaux, ils font aussi l'objet d'encadrement de différentes personnes. Alors d'ailleurs, comme ça, je dirais que ces travaux, ils ont plutôt été conduits par différentes personnes que j'ai eu la chance d'encadrer. Ça me paraît plus exact dit comme ça. Donc, différents postdocs, ingénieurs, des stagiaires, de master, de licence, un alternant ingénieur aussi. Après, je vais profiter de remercier très chaleureusement chacun et chacune, parce que c'est un exercice individuel, mes travaux, ils sont très très loin d'être individuels, évidemment, et leurs contributions à mes travaux, elles sont plus qu'importantes. Donc, voilà. Et je vais aussi en profiter pour remercier les collègues qui me font confiance de co-encadrer ces différentes personnes, puisque c'est quand même plutôt rare que j'encadre toute seule. Et donc, voilà, merci à l'économie aussi des différents projets dans lesquels je travaille ou j'ai pu travailler. Merci aussi à mes collègues avec qui on a co-construit les animations scientifiques, donc dans le réseau ACV INRAE ou à Transfert. Ça aussi, c'est toujours des discussions hyper enrichissantes pour moi. Et puis, merci aussi à tous les collègues du quotidien, comme vous avez, qui ne travaillent pas forcément. C'est très précieux de vous croiser, être avec vous dans un collectif aussi sympa que celui dans lequel je suis. C'est vraiment chouette. Et voilà. Et je dirais pour finir que ceux qui me connaissent savent que la passion, ce n'est pas ma qualité première. Mais ce dont je suis absolument convaincue, c'est que c'est et que si, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma thèse, on m'avait dit que j'aurais l'opportunité de faire tout ce que j'ai fait depuis, j'aurais dû me croire, parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas forcément compte à quel point l'activité de recherche, c'était une activité collective, et à quel point ce collectif me porte pour faire plein de choses différentes, et c'est vraiment chouette. Donc, merci à tout le monde.